Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum 2021 sur le continent africain. Résumé en quelques mots: crise sanitaire, résurgence des conflits armés, multiplication des coups d'État, érection des États forts, écroulement des oppositions et finalement, quel plan pour remettre le continent noir en ordre de bataille? Effet Covid sur la gouvernance économique et politique. Nous en parlons avec Madi Mohamed Diabakate. Bonjour Monsieur Madi Diabakate. Bonjour Gilles. Une fois encore, c'est un honneur de vous avoir sur notre plateau. Vous êtes politologue, expert électoral, écrivain. Vous avez plusieurs ouvrages à votre actif. Je rappelle quelques-uns. L'autorité électorale à l'épreuve de l'alternance démocratique au sommet de l'État, publié aux éditions Harmattan en octobre 2015. Vous avez également publié Le rôle de la Cour pénale internationale en Afrique, édition Harmattan, mars 2014, mais aussi 55 ans de vie constitutionnelle au Togo, édition Aoudi en avril 2016. J'affirme aux éditions Amazon en mars 2018. Le proposant, enfin, édition Amazon encore en janvier 2019. Je suis sûr que vous avez d'autres ouvrages en préparation. Bon, évidemment, vous savez, en fait, on a toujours quelque chose sous la main, mais on essaie de voir juste le moment opportun. Et puis bon, à force d'écrire aussi, on laisse les gens assimiler ce qu'on a déjà mis sur le marché. Et bon, après on verra. Sinon, il y a toujours de la matière. Et le proposant, qu'est-ce que vous avez proposé? Au lieu d'être opposant, pourquoi vous avez été proposant? Effectivement, vous savez, dans le proposant, j'ai essayé d'aller un peu dire les 4 vérités aux acteurs politiques de tous bords sur comment est-ce que ça doit aller, comment est-ce qu'on doit se mettre ensemble et comment est-ce qu'on peut construire ce pays en faisant par moment confiance les uns aux autres et non en restant toujours dans ce doute perpétuel entre les acteurs. Des fois, certains doutent parce que ayant été victimes de par le passé, et d'autres aussi doutent parce que, bon, c'est la meilleure technique qui permet d'être célèbre. Donc, un peu rappeler aux uns aux autres quand même qu'il y a des Togolais qui attendent un changement de leur quotidien depuis près de 3 décennies et qu'à un moment ou un autre, ces gens sont exaspérés et ils finiront par se retourner vers des acteurs non politiques pour pouvoir faire le jeu. Et ça aussi, c'est l'une des réalités aujourd'hui dans le monde, surtout en Afrique, où finalement, la politique échappe aux acteurs politiques, elle devient la propriété des opérateurs privés et on sait tous là où ça peut nous conduire aussi. Et notamment au Bénin, avec Malheureusement. l'arrivée d'un homme issu des milieux économiques, Patrice Talon, mais pas seulement, en Gambie également. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer au débat, surtout dans la seconde partie, avec des questions écrites via WhatsApp, plus 228 96 46 10 31. 228 96 46 10 31. Dès maintenant, vous pouvez envoyer vos questions à notre invité. Ce fera le plaisir de vous répondre dans la seconde partie surtout. Madi Diabakate, vous avez analysé le continent africain en 2021, un continent que vous avez l'habitude de parcourir. Vous connaissez pratiquement tous les pays d'Afrique. Pas vraiment. Mais je suis tous les pays d'Afrique quand même. Je suis sûr que vous avez déjà parcouru le 90%. Si on jette un regard rapide sur l'année 2021, on voit l'Éthiopie, le Soudan, le Tchad, la RDC avec le Sud Kivu, où on assiste à une résurgence des conflits armés. Y a-t-il un dénominateur commun à l'érection de ces conflits en Afrique? Le plus souvent, ces différents conflits, leurs sources, avérées ou non, se retrouvent dans l'exclusion et dans la mauvaise gouvernance. La plupart du temps, c'est un peu à partir de là que tout est parti. Et donc, dans ces différents pays, il faut juste relever que les facteurs sont là et il faut juste de quoi les déclencher et ça prend. Malheureusement, c'est un peu ça. Et quand vous êtes dans une approche de gouvernance qui ne permet pas à toutes les voix de se retrouver considérées, les gens ont finalement compris qu'en Afrique, le seul moyen de pouvoir faire passer ces idées, c'est de recourir à la force. Et ça, c'est ce que tout le monde essaie de faire. Parce qu'on sait qu'avec un peu de force, on se fera entendre
et on pourra obtenir gain de cause, même si ce n'est pas tout, on pourra obtenir quand même le minimum. Et vous verrez que dans toutes les situations, personne ne prend personne au sérieux jusqu'au moment où quelqu'un a une arme. Et là, tout lui est ouvert. Vous avez vu la plupart des pays africains où des fermiers, parce qu'ils ont pris une arme, ont été après, dans le cadre d'un accord de paix, insérés dans les armées nationales avec des grades de généraux et autres. Mais aussi, de façon générale, je dirais que l'Afrique, à un moment donné, souffre des limites de ses intellectuels. Et toutes les crises que nous traversons aujourd'hui dans plusieurs pays africains sont le propre des intellectuels, et surtout d'une catégorie spécifique dont je fais malheureusement partie. Ce sont les juristes aujourd'hui en Afrique, qui sont vraiment un mal pour l'Afrique, parce que les gens sont convaincus que pour gérer une société, le plus important c'est de légiférer. Et de légiférer dans son avantage, en refusant aux autres de s'exprimer, en mettant la loi de son côté contre les uns et les autres. Et à un moment donné, les gens, voyant que la loi ne leur permet pas de s'exprimer, de faire prendre en compte leurs préoccupations, savent qu'il y a une autre loi qui passe bien, c'est la loi des armes. Et malheureusement, c'est un peu ça, c'est cette dynamique que vous retrouverez dans la plupart des conflits. C'est peut-être vrai en RDC, au Tchad, au Soudan, mais en Éthiopie, qui a retrouvé une relative stabilité. Mais comment se fait-il qu'un conflit là-bas a réussi à se déclencher? Non, aujourd'hui en Éthiopie, on parle d'une région. On parle d'une région. Le Tigré? Voilà. Et demandez-vous, les gens du Tigré, entre guillemets, qui revendiquent aujourd'hui cette séparation et autres, ils étaient ceux qui étaient aux affaires depuis des décennies. En réalité, c'est juste qu'aujourd'hui, des gens étaient aux affaires, il y a eu un semblant d'alternance, mais ils se sont retrouvés exclus, ils ont vu qu'ils perdaient tous les leviers, bon. Et à un moment donné, ils ont décidé de se faire entendre autrement. Et ce qui se passe aujourd'hui en Éthiopie, qu'on le nie ou pas, dans ces genres de choses, ce ne sont pas seulement les volontés des Éthiopiens, mais il y a beaucoup d'acteurs aussi qui ont leur intérêt menacé par le nouveau pouvoir en place et qui doivent supporter les autres pour quand même sécuriser et garantir leurs intérêts. Vous parlez de l'étranger dominateur? Bon, dominateur, je ne pense pas. Ce sont des systèmes dans lesquels tout le monde profite. Que ce soit les nationaux, que ce soit des gens de l'étranger. Ce sont des systèmes, ce sont des mafias organisées. Et bon, quand quelque chose bouge et que ça va à leur défaveur, donc les gens essaient toujours de reprendre le contrôle. Et c'est une réalité. Il ne faut pas dire aujourd'hui qu'en Afrique, toutes les relations que les gens entretiennent, c'est juste parce que les gens sont friands des idéaux. Non. Les gens ont des intérêts. Et si vous pouvez garantir leurs intérêts, ils font tout pour montrer que vous êtes un champion. Si vous ne pouvez pas les garantir, ils font tout pour montrer que ça ne va pas. Alors imaginez par exemple un pays dont le Premier ministre a reçu le prix Nobel de la paix, qui aujourd'hui est devenu un chef de guerre, qui dit il préfère aller au front même et laisser la capitale pour aller au front et défendre les couleurs. Il se dit que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Bon, ça dépend, sauf que la guerre, elle a évolué. Et aujourd'hui, la guerre, elle ne se fait plus forcément par les armes conventionnelles ou les armes classiques. La guerre est d'un niveau supérieur, elle est devenue stratégique. Mais il m'a dit, Jabakate, est-ce que vous n'avez pas l'impression, même plus qu'une impression, que les États en Afrique sont extrêmement fragiles? Vous savez, nos États ne peuvent qu'être fragiles dans la mesure où les États sont construits autour d'individus. Ce qui veut dire que si l'individu qui est entre guillemets ou soi-disant garant de cette stabilité de l'État n'est plus dans le jeu, tout part à zéro. C'est pourquoi dans certains pays, les gens se plaisent à dire « sinon on quitte le pouvoir, ce pays sera devenu un tas de cendres. » Et on s'enorgueillit. Alors qu'en réalité, ça veut dire que si vous le quittez et que ça devient ainsi, ça veut dire que vous n'avez rien fait quand vous étiez au pouvoir. Sinon, s'assurer que vous restez au pouvoir, c'est tout. Et donc, malheureusement, en Afrique aujourd'hui, nous avons des États qui ont été construits par rapport à des individus, par rapport à des familles ou par rapport à des systèmes. Et si ces systèmes, à un moment donné, n'ont pas pu conserver le pouvoir ou se régénérer comme il faut, c'est vrai qu'ils vont chercher
à rendre ingouvernable le pays à ceux qui en ont hérité. Et maintenant, quand vous parlez de nos armées, c'est aussi une réalité. Nos armées sont plus aptes à réprimer des civils à main nue que de faire face à des gens qui viennent avec des armes. Secondo, vous savez, dans un contexte de conflit asymétrique comme on l'a aujourd'hui, les règles classiques de la guerre ne sont plus là. Et pour pouvoir faire face à un ennemi, il faut d'abord que l'armée bénéficie du soutien et du renseignement des populations. Mais si vous êtes dans un contexte où cette relation civilo-militaire fait défaillance ou bien existe juste de façade, l'armée ne peut rien faire. L'armée a besoin de renseignements, l'armée a besoin d'informations. Et ces informations ne viennent jamais des circuits classiques, elles viennent des populations. Mais quand l'assaillant arrive et que même la population est heureuse et se dit sûrement qu'elle sera bientôt libérée, alors je vous laisse imaginer. Et même dans certains pays comme la RDC, vous allez voir même des populations qui sont fatiguées parce que si aujourd'hui, ils aident l'armée gouvernementale à reprendre le contrôle, quelque temps après, ce sont des éléments incontrôlés qui rendent la vie difficile aux populations. Et elles commencent par rêver à ce que les groupes rebelles reviennent. Et quand les groupes rebelles reviennent aussi, ils font une représaille contre ceux qu'ils soupçonnent d'avoir aidé l'armée à les éjecter auparavant. Donc, c'est un cycle dans lequel, finalement, les populations... Un cercle vicieux. Vicieux, et les populations préfèrent juste mettre la main au maton et voir les choses se dérouler. Mais vous ne pouvez pas gagner une guerre si vous n'avez pas la population civile à vos côtés. Mais pourquoi la structuration du pouvoir politique autour d'un individu, aussi fort soit-il, perdure? Parce qu'en étudiant l'histoire, nous avons, en analysant les causes des défaites des périodes coloniales, les grandes leçons qu'on nous faisait tirer à l'école, c'est que les empires se sont écroulés parce qu'une fois que les empereurs avaient été pris, les autres ont dû cesser la guerre. Mais pourquoi cette erreur, depuis le passé, n'a pas été corrigée jusqu'alors et que les régimes politiques continuent d'être construits autour des personnes et non des institutions? C'est très simple. On part du principe que ça n'arrive qu'aux autres, ça ne nous arrivera pas. C'est ce que beaucoup se disent. Oui, c'est arrivé à l'autre, mais pas à moi. Jusqu'au moment où ça vous arrive et vous réalisez que ça arrive à tout le monde et non, en réalité, aux autres uniquement. Et malheureusement, vous savez, nos systèmes, ils sont conçus de sorte à ce que les gens aujourd'hui, ou l'élite actuelle de nos pays, se croient légitimes ou légales, suivant les contextes, juste parce qu'il y a d'autres pays étrangers qui les reconnaissent comme tels et qui leur donnent ce crédit ou cette valeur. Les gens ne pensent plus même à ce que pense l'opinion publique d'eux, parce que les élections aujourd'hui en Afrique sont devenues une formalité. Quand par exemple vous écoutez un chef d'État vous dire que son dauphin qu'il avait prévu pour prendre la relève est décédé et c'est pour ça qu'il revient, ça veut dire qu'en réalité, son dauphin était censé gagner les élections. Alors je me demande si c'était encore des élections. Et il y a des cas un peu partout comme ça. Donc quand on vient, on est convaincu que pour pouvoir gouverner, on doit asseoir un pouvoir fort. Et ce pouvoir fort doit se faire construire autour de soi. Et c'est comme ça que beaucoup le conçoivent. Et bien évidemment, il y a des gens qui ont toujours profité des différents systèmes, qui seront toujours là à encourager que ces pouvoirs soient là et qui conseillent aux uns aux autres. Mais la chose la plus simple à faire, c'est de ne pas s'opposer au pouvoir, c'est d'être là et de collaborer, c'est tout. Et rien ne vous arrivera. Mais pourquoi les populations s'accommodent à ces États forts? Est-ce que la mentalité africaine, l'entendement africain, est-ce qu'il est compatible avec ces États forts? Il y a quelque chose que j'appelle l'état d'adoration, contrairement à l'état démocratique. L'état d'adoration, c'est ce qui pilule aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, à commencer par le Togo où j'ai fait ce constat, où à un moment donné, on est tellement désespéré qu'on remet tout à Dieu. On préfère plus se retrouver dans les mosquées, dans les couvents, dans les églises et dire que c'est la volonté de Dieu et qu'on attend que Dieu décide de ce qui adviendra. Donc, les populations, c'est juste qu'elles sont fatiguées, elles ont essayé, mais elles abdiquent parce qu'à force d'essayer, elles s'en sortent toujours en tant que perdantes
mais rien ne change. Alors, à un moment donné, on se dit, bon, laissons voir, l'avenir nous avisera. Il y a une fin à tout. Et ça, c'est la parole du croyant. Mais intrinsèquement, sociologiquement, est-ce qu'il n'y a pas à s'interroger sur la nature de l'Africain en face des États forts ou des institutions fortes? Non. La nature de l'Africain, bien évidemment, elle a été altérée par la colonisation et autres. Et à travers la colonisation et le système légal mis en place, c'est qu'il y a des moyens privilégiés. On vous dit, vous ne pouvez changer que par ce moyen-là. En dehors de ça, tous les autres moyens ne sont pas permis. Alors, si vous me dites par exemple que l'alternance ne peut venir qu'à travers des élections et que le processus électoral en soi-même, il est vicié, qu'est-ce que je peux? Je ne peux que croiser les bras parce que je me dis à un moment donné, si c'est ce processus ou si c'est cet organe de gestion des élections, rien ne va changer. Donc j'attends que le Seigneur rappelle, peut-être quelqu'un a lu, pour voir s'il peut y avoir une petite guerre en interne pour fragiliser ceux qui ont les commandes. Mais si c'est les élections, ça ne va pas passer. Et c'est la même réalité. Quand vous prenez un Alpha Condé qui s'amuse à forger la Constitution, à forcer la Constitution, à aller à un troisième mandat, est-ce que vous avez entendu la CEDEAO menacée comme elle le fait aujourd'hui avec des gens qui sont venus remplacer ce même Alpha Condé? Un référendum qu'il a Mais un gagné. Référendum, dans quel intérêt? Un référendum dans quel intérêt? La CEDEAO a acclamé ce référendum. Le texte final promulgué est différent même du texte proposé au référendum. La CEDEAO n'a rien dit. Mais aujourd'hui, où des gens viennent parce qu'ils ont compris que la loi ne les arrangeait pas, ils ont mis de l'ordre avec des armes, la CEDEAO se dit choquée, estomaquée, et demande rapidement un retour à l'ordre constitutionnel. Je pense qu'il y a lieu, à partir d'un moment donné, de construire nos sociétés tout en tenant compte de ce que dit la loi, mais pas des lois sur mesure ou des lois alambiquées. On va revenir sur le cas guinéen, mais je voudrais qu'on reste un peu sur la RDC, où il y a eu alternance. Mais comment se fait-il que malgré l'alternance, le pays ne semble pas être vraiment stable? Non, le pays vient de très loin. Vous ne pouvez pas attendre un miracle après 3 ans d'alternance. Vous ne pouvez pas attendre un miracle en RDC. Parce que même au moment où Joseph Kabila était au pouvoir, le pays n'était pas sous son contrôle. Il y avait plusieurs dynamiques dans ce pays. Il y a plusieurs dynamiques aujourd'hui qui continuent de persister. Et il faut arriver et espérer que les choses évoluent pour que ça change. Par exemple, aujourd'hui, du temps de Kabila, il y a eu cette mobilisation sous-régionale qui a permis quand même d'endiguer et d'arrêter à l'époque des mouvements comme le M23, parce qu'il y avait une mobilisation sous-régionale, il y avait eu une force d'élite qui, pour la première fois, vous envoyait des éléments des Nations Unies, pas pour faire le maintien, mais avec un mandat au chapitre 7 qui demandait de tirer pour faire la guerre aux groupes armés. C'est comme si les Nations Unies avaient pris parti et devaient mettre hors d'état de nuire un groupe armé négatif. Aujourd'hui, par exemple, avec le président Tshisekedi, il y a eu un accord. Et aujourd'hui, la RDC a permis à l'armée ougandaise de rentrer sur son territoire pour 2 mois et de traquer les ADF qui constituent vraiment une menace au Nord Kivu depuis plusieurs années. Ce qui veut dire qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais il ne faut pas espérer un miracle parce que tous ceux qui troublaient quand Kabila était au pouvoir, ils ne troublaient pas pour le compte d'un opposant. Non, ils troublaient pour le compte de leurs intérêts personnels. Et même si Tshisekedi est aujourd'hui au pouvoir, ces gens vont continuer. Ce n'est pour rien que vous allez voir qu'une région comme le Nord Kivu, on a carrément déclaré l'état d'urgence, on a mis en bain les institutions, et c'est un général qui gouverne aujourd'hui au Nord Kivu. Donc la situation, elle est particulière, et à force d'avoir fait plus de 3 décennies dans ce flou et autres, on ne peut pas espérer avoir un déclic aujourd'hui. Vous prenez, je pense que vous avez suivi certains reportages de Alain Foucault sur les mines et autres en RDC. Vous voyez un peu les enjeux qu'il y a derrière. Vous voyez même comment est-ce qu'à un moment donné, on a entendu que même Alain Foucault avait des problèmes. Donc, ça veut dire que les pressions, elles sont partout. Les dynamiques sont multiples. Et on ne peut pas espérer les régler juste après un processus électoral. C'est maintenant, le plus important, c'est de mettre en place des textes aujourd'hui,
de faire des réformes pour que la mayonnaise puisse prendre. Mais, le Rwanda, à tort ou à raison, avait été pointé du doigt comme étant l'un des plus grands fauteurs de troubles à l'est de la RDC. Le président Tshisekedi s'est rendu sur place pour faire la paix avec Kagame. Mais comment se fait-il que malgré cette démarche, les troubles continuent? Non, justement, même si le Rwanda est pointé du doigt, le Rwanda était pointé du doigt principalement à travers le M23, qui officiellement est un mouvement qui est aujourd'hui en discussion avec le pouvoir de Kinshasa. Donc ça veut dire que ce n'est pas, tout ce qui se passe en RDC, on ne va pas le mettre sur le dos du Rwanda. Il y a des groupes armés nationaux et il y a des groupes armés étrangers qui tous opèrent en RDC. Quand je prends l'exemple des ADF. Donc, c'est une multitude de dynamiques. Même il y a des groupes armés qui bénéficient du soutien financier des multinationales dans les zones où ces multinationales opèrent pour qu'elles protègent leur carrière et autres. Même l'État islamique tente de mettre pied dans la zone. Non, dans tous les cas, tout ça, à un moment donné, pour moi, ce sont juste des labels que les gens récupèrent. Aujourd'hui, en Afrique, beaucoup ont compris, et surtout en RDC, que pour pouvoir se faire un statut, il faut avoir une arme, avoir son petit lopin qu'on contrôle, où on peut prélever des tasses, où on peut faire ça. Et bon, les gens continuent. On peut exploiter les minerais. Justement, c'est là où il faut appuyer aujourd'hui l'État congolais à faire face et à mettre fin à tout ce désordre. Est-ce que Tshisekedi donne espoir? Je ne dirais pas que il faut miser sur la personne de Tshisekedi, mais il faut miser sur l'élite congolaise actuelle pour travailler ensemble et mettre fin à ces problèmes auxquels le pays est confronté. En Afrique de l'Ouest, les conflits armés sont d'une autre nature. Le terrorisme qui s'étend et se dirige désormais vers les côtes, c'est inéluctable? Bon, vous savez, il y a, je ne sais plus trop, quand on était au cours primaire, cette affaire du loup et du berger. Le berger qui criait toujours au loup, et quand les gens venaient, il n'y avait pas de loup. Au point où le jour où finalement il a crié au loup et que le loup était là, personne n'est venu parce que croyant que c'était la même blague habituelle qu'il faisait. Donc nous avons crié au loup terroriste du côté des côtes assez suffisamment. Nous avons restreint la plupart des droits parce que le terrorisme est devenu notre obsession. Et à force d'être obsédé par quelque chose, vous allez finir par le voir. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas conduire quelque opération que ce soit en ne misant pas sur les populations civiles. Parce que ceux qui sont dans ces groupes-là, ils viennent d'où? Ils viennent soit de la communauté, ou ils recrutent à travers la communauté, ou bien ils se cachent derrière la communauté. À partir d'un moment donné, il faut quand même clarifier tout ça. Mais l'autre élément fondamental, quand on parle de mauvaise gouvernance, à quoi on s'attend? Quand la gouvernance n'est pas inclusive, quand des gens pour leurs opinions politiques sont exclus, sont tiraillés, sont menacés, à quoi on s'attend? Le terrorisme n'était pas là quand déjà en 2017 au Togo, on a voulu transformer mes cousins Tem Kotokoli en terroristes parce qu'ils soutenaient le PNP. Vous voyez? On a tout fait pour allier ce parti politique vers cette tendance violente qui n'était pas la tendance ou le message que passait Tikpi Achadam. Oui, mais certains de ces militants, vous parlez de Tikpi Achadam, avaient pris quand même... Ils avaient pris quoi? Vous savez, je vous ai expliqué quelque chose tout à l'heure. À force d'opprimer quelqu'un, à un moment donné, il peut réagir. Il peut réagir dans ce qu'on appelle une légitime défense, mais qui peut être incomprise. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte togolais, on est rentré dans une opposition entre une opposition armée face à un pouvoir? Non, on ne l'a jamais eu. Il y a eu des Togolais à un moment donné qui étaient fatigués de la répression et qui ont montré quand même qu'après tout, nous sommes des êtres humains, nous pouvons réagir aussi. Et ces gens, pourquoi on veut les assimiler forcément au PNP? Et on est dans un pays où on nous a dit qu'on a tiré une balle en l'air et malheureusement, comme balle perdue, elle s'est retrouvée dans l'estomac d'un individu. Donc parfois même, il y a certaines déclarations, même quand elles viennent, vous ne pouvez pas leur accorder du crédit parce que les gens vous ont habitué à concevoir des scénarios. Donc,
quand vous prenez compte de tout ça, vous vous dites à un moment donné, c'est une question de gouvernance. Le terrorisme ne va prospérer que si la mauvaise gouvernance continue. S'il y a une bonne gouvernance, quand même, qui va être complice de ça? Aujourd'hui, quoi qu'on dise, les dynamiques sont là. Les gens critiquent, les gens menacent, la CEDEAO menace au Mali et en Guinée. Mais quelle est la position de la population? Justement, je voudrais vous poser une question là-dessus. En Guinée et au Mali, les coups d'État ont-ils été un mal nécessaire? Vous savez, face à un scrutin comme celui du Mali, où la CEDEAO est venue superviser des élections et n'avait rien à dire, je suis surpris qu'après le coup d'État, elle puisse venir parler. Apprenons parfois à avoir honte. La pudeur, l'éthique. Il ne faut pas venir jouer au moralisateur quand vous avez raté l'occasion d'être moralisateur. On ne se rattrape pas comme ça. Aujourd'hui, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée, tous ces pays, on a compris une chose, c'est qu'au Mali, après le coup d'État, déjà en 2012, qui a fait partir ATT, on s'est empressé, comme c'est devenu l'habitude dans toutes les transitions, de dire le plus important, c'est d'aller aux élections. Le nouveau pouvoir en place va faire les réformes, va mettre tout ce qu'il faut. Alors qu'en réalité, ce nouveau pouvoir en place, quand il vient le plus souvent, il s'assure de faire les réformes qui lui permettent de conserver le pouvoir. Alors qu'en réalité, il y avait des problèmes profonds, des malaises profonds qu'il fallait régler. Nos États ont besoin aujourd'hui d'éthique, à commencer par la CEDEAO. Il va falloir que l'institution régionale puisse arriver à un niveau où on puisse dire, quand la CEDEAO a parlé, les gens se sont exécutés. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un jeu de complaisance où nul ne veut parler parce que quand il va faire chez lui, il compte sur le silence complice des autres parce qu'au moment où il faisait chez eux, il n'a pas parlé. Et c'est ça aujourd'hui. C'est une question fondamentale. Si vous perdez votre crédibilité, il est difficile de la retrouver. On a aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord avec l'ultimatum de la CEDEAO qui presse le Mali à organiser les élections avant le 27 février 2022. L'ultimatum là, quand le président IBK faisait ses pagailles électorales, qu'est-ce que la CEDEAO a dit? Quand Alpha Condé, encore un opposant historique qui est venu ternir l'image de l'opposition en Afrique, je ne sais pas pourquoi quand ils arrivent au pouvoir, ils deviennent des calamités. Qu'est-ce que la CEDEAO a dit? C'est ça en fait le problème. Mais la CEDEAO peut-elle dire quelque chose quand ce que vous appelez calamité a un habillage légal? Non, justement, quand vous vous limitez, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure du fait que les juristes constituent le mal de l'Afrique aujourd'hui. Les juristes cupides, hypocrites, sont prêts à tout labelliser et à mettre en forme pour dire au nom de la loi. Au nom de quelle loi? Une loi injuste, une loi qui exclut, une loi qui ne permet pas d'aller de l'avant. J'ai l'habitude de dire aux gens que, au nom de la loi, permettez-moi, au nom de la loi, on a tué mes oncles dans la forêt, dans l'affaire de la faune à Mango, jusqu'au jour où, à la conférence nationale, tout le monde a admis que c'était des violations des droits humains, mais c'était au nom de la loi. Et à partir d'un moment donné, ce n'est pas parce qu'une loi est écrite que ça veut dire que cette loi est une loi juste. Quand vous parlez de la CEDEAO a fait une certaine évolution parlant de la limitation des mandats. Au lieu de maintenir le cap, les gens se sont servis du prétexte du Togo et de la Gambie d'alors pour dire que bon, on n'a pas pu arriver à l'adoption qu'on voulait. Mais est-ce que c'est le Togo ou la Gambie qui a changé les textes après? C'est ceux qui se clamaient à l'époque légalistes qui l'ont changé après, avec des raisonnements pas possibles. Et tout ça avec l'appui de quelques juristes véreux. Et donc, quand on va continuer par croire qu'une société se fonde essentiellement sur le principe du « la loi est dure, mais c'est la loi », il faut d'abord que la loi soit juste avant d'être dure. Il faut que la loi soit respectueuse, que la loi soit la même à s'appliquer à nous tous. Et le problème, est-ce qu'il y a un instrument pour mesurer la justesse de la loi? Mais justement, il y a toujours un instrument. Et cet instrument, c'est la satisfaction de tout le monde face à une loi qui est adoptée. Et il y en a. Pourquoi est-ce que sur certains points de la loi, les gens ne critiquent pas et sur d'autres points, les gens critiquent? Ça veut dire justement que certains points de la loi ont pu apporter à un consensus.
C'est ça le problème. Donc vous auriez souhaité que la CEDEAO ne dise rien sur les Je pense coups que d'État. la seule chose que la CEDEAO peut faire aujourd'hui, c'est d'abord de consommer ce coup d'État et d'accompagner ces États à faire les réformes nécessaires au lieu de les presser pour organiser encore une parodie électorale pour reprendre encore avec ce cycle vicieux qui ne permet pas à l'Afrique d'aller de l'avant. Aujourd'hui, un pays comme le Mali, au lieu de demander au Mali d'organiser des élections en février prochain, on ferait mieux de mettre les principaux acteurs maliens autour d'une table pour leur dire de quel pays vous voulez construire dans les 30 prochaines années. Quel pays vous voulez construire dans les 40 prochaines années. Vous avez toujours eu des différends électoraux. Comment est-ce qu'on fait pour que ces différends électoraux n'existent plus? Comment est-ce qu'on organise les élections désormais au Mali? Comment est-ce qu'on devient acteur public ou bien personnalité politique au Mali? Vous avez des zones du pays qui échappent au contrôle de l'État. Comment on fait pour restaurer l'autorité de l'État? Si chaque matin vous dites aux gens allez seulement aux élections, vous croyez qu'aller aux élections, c'est ça qui va régler les problèmes de sécurité? Il y a plusieurs paramètres. Et l'erreur qu'on fait le plus souvent dans une transition, c'est qu'on prend son temps à préparer les élections en oubliant qu'il y a des affaires importantes qui sont là et qui déterminent d'ailleurs l'issue des élections. Oui, après tout, on ne peut pas devenir président d'un pays juste parce qu'on a organisé élection sur une portion du pays. Est-ce que les autorités de transition sont légitimes pour pouvoir opérer ces réformes? C'est l'argumentation de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous appelez légitime? Qu'est-ce que vous appelez légal dans un contexte où la CEDEAO s'est faite complice de gens qui ont volé des élections et qui se sont accrochés au pouvoir, que les populations ont passé le temps à contester et que la CEDEAO a toujours envoyé ses comment dit-on? Ses émissaires. Je ne sais même pas quel thème trouver. Et débarquer là-bas, faire la sourde oreille, dire aux populations, non, non, c'est comme cela, vous devez aller comme cela. Mais après, les populations ont applaudi quand les militaires sont arrivés. C'est ça. C'est ça la triste réalité. Vous et ces populations ces militaires ont aujourd'hui plus de légitimité et de légalité aux yeux de ces populations que la CEDEAO elle-même. Oui, mais de toutes les façons, les émissaires dont vous parlez ne sont plus les bienvenus dans ces pays. On a vu la Guinée qui a refusé l'arrivée d'Ibn Chambas. Le Mali aussi a du mal à s'exécuter quand la CEDEAO parle. Est-ce que, pourquoi finalement cette institution sous-régionale peine à se faire respecter dans ces dossiers? Vous avez utilisé le bon mot. Si vous avez contribué à faire perdre le peu de crédit que vous avez, après n'importe qui ne va pas vous respecter. Personne ne vous respecte. Sauf que tout le monde sait que vous êtes le grand frère de la maison qui peut menacer, qui peut faire quoi que ce soit. Mais quand vous partez, après tout le monde commence par rire. Et même au sein de la CEDEAO, là, vous croyez que quand ils écrivent ça, là, il n'y a pas des gens qui rient? Mais c'est une situation. On a un organe sous-régional qui a failli, qui a un problème éthique, qui se retrouve dans une situation où il y a un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts dans la mesure où quelqu'un qui a fait forcer la loi, qui a fait mater les gens pour faire un troisième mandat chez lui, comment il peut venir chez vous, où vous avez mis fin au début du troisième mandat de quelqu'un qui a fait de même pour vous faire donner des conseils? Quel conseil il va vous donner? Quelqu'un qui est incapable d'organiser des élections sérieuses dans son pays, il va venir vous donner quel conseil? C'est-à-dire, le reste n'est que de la courtoisie et de la diplomatie. Mais s'il fallait savoir ce que les uns pensent des autres, je pense que chacun restera chez lui. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers une crise majeure en février 2022, quand le Mali ne pourra pas de toutes les façons organiser les élections et que la CEDEAO va vouloir imposer des sanctions? Non, je pense qu'on s'achemine plutôt vers la CEDEAO des peuples, qui était et qui doit être l'objectif, au lieu d'être la CEDEAO du syndicat des chefs d'État. Quand vous êtes un expert électoral, quand vous voyez ce qui se passe au Mali, il faut être culotté pour dire que le Mali peut organiser les élections dans ce délai. À moins que vous voulez organiser des élections dans un quartier sécurisé de Bamako. Mais si c'est au Mali que vous voulez organiser les élections, vous vous amusez.
il ne sert à rien de courir ou Vous de voulez mettre dire la que pression. les conditions sécuritaires ne permettent pas d'organiser un scrutin Non seulement viable. les conditions sécuritaires, le Mali vient de traverser une situation profonde. Et cette situation ne se caractérise pas seulement par l'élection présidentielle. Il y avait eu aussi l'élection législative qui a posé des problèmes. Et dans un tel contexte, vous mettez les institutions en place les unes après les autres, après avoir pris un cadre national où les gens sont quand même représentatifs, qui met en place les bases, vous faites les élections et vous couronnez pas le processus de la présidentielle. Et comme voudrait le faire la Guinée, par exemple, en commençant par les élections locales. Vous savez, sincèrement, je suis contre l'immiscion des militaires en politique. C'est quelque chose que je n'approuve pas. Fondamentalement, je ne l'applaudis même pas. Mais je peux vous rassurer que ces militaires guinéens, ils m'impressionnent. Quand je vois la manière dont ils évoluent, je me dis, mais il y a une nouvelle race de militaires en Afrique. Même ce qui se passe au Mali, la façon dont Goïta a repris encore le contrôle, quand il a vu que la transition échappait et retournait dans le même cycle vicieux, je me suis dit quand même qu'il y a une nouvelle génération qui essaie de penser. Et donc, ça nous sort de l'image classique du militaire qui est cette brute armée, mais qui nous donne aujourd'hui une élite, un génie militaire qui, quand même, est stratégique, qui fait des analyses. Le plus important, c'est de veiller à ce que ces régimes ne se rigidifient pas, mais de les accompagner, que la société civile soit là pour observer, que la classe politique participe au jeu et qu'on aille étape par étape. On doit sortir coûte que coûte de cette situation où le pouvoir est entre les mains des militaires. Mais on ne va pas courir pour sortir dans le désordre et retourner quelques 3 mois après les élections dans un même cycle. Là, habituellement, quand un pays va en crise, si vous sortez de cette crise à l'issue d'une élection, vous avez 80% de chances de retourner dans une crise dans les 10 prochaines années si ceux qui sont issus des élections n'ont pas réglé les problèmes, mais ont passé le temps à consolider leur assise. C'est scientifiquement prouvé. Ce n'est pas une humeur ou bien autre, c'est scientifiquement prouvé. Si vous échouez ou vous sortez d'un processus électoral et que durant les 10 prochaines années, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, vous allez replonger. Et même en Afrique aujourd'hui, vous allez comprendre. Voilà. Vous allez comprendre d'ailleurs que dans un continent comme l'Afrique, le cycle il est devenu trentenaire. Après chaque 30 ans, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe. Dans les années 90, la dynamique c'était celle de dire que nous avons des dictateurs, nous avons des mauvais dirigeants qu'il fallait dégager. Mais aujourd'hui, 30 ans après, la dynamique c'est de dire que oui, nous avons des mauvais dirigeants, mais ce sont des sous-préfets de la France. Et qu'il ne faut plus s'attaquer seulement à nos dirigeants, mais il faut s'attaquer aussi à la France qu'ils servent. Et c'est ça le cycle. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a un sentiment anti-français en Afrique, mais en réalité, il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a un sentiment contre la politique étrangère de la France en Afrique. Et c'est sur ça aujourd'hui. Et quand vous avez les moyens qu'il y a aujourd'hui, même si dans certains pays, on nous fait comprendre qu'on ne peut plus parler sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux permettent aujourd'hui aux gens de pouvoir partager l'information. Qu'elle soit erronée ou pas, elle contribue à un processus de démythification des choses. Les mythes sont en train de tomber. Et c'est une réalité. Vous avez vu, aujourd'hui, officiellement, on nous dit, pour raison de Covid, le chef de l'État français n'ira pas au Mali. Mais depuis le début, si on disait que le chef de l'État français devait aller au Mali, qui l'aurait cru? C'est ça aussi. Parce que, à force de vouloir jouer le moralisateur, quand vous criez sur un Goïta au Mali et que vous allez adouber un fils Itno au Tchad, quand même, à un moment donné, vous ne pouvez plus inspirer le respect et la crédibilité. Eh bien, il n'y a pas de baromètre scientifique, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, aussi bien au Mali qu'en Guinée, la population semble se positionner derrière les autorités de transition, alors que la CEDEAO et la France s'opposent à ces régimes? Non, je vous ai dit, la population s'est exprimée, sauf qu'elle s'est arrêtée là où elle pouvait s'arrêter. C'était faire des manifestations pacifiques face au pouvoir. L'armée est venue compléter le processus.
Et aujourd'hui, l'armée est venue compléter le processus parce qu'elle a entendu le message de la population. Et la population étant satisfaite est avec l'armée. Et c'est ça le réel baromètre. Quand la population sera insatisfaite de l'armée, on verra également qu'elle va faire face à l'armée. Mais aujourd'hui, elle est satisfaite de l'approche de l'armée et elle est tellement en colère de la complicité passive que la CEDEAO a eue avec les pouvoirs précédents, que l'émotion a pris le dessus au point où même quand la CEDEAO veut parler, ils n'ont pas envie d'écouter. Et c'est ça qui permet aujourd'hui à ces militaires de pouvoir continuer leur travail. Mais le reste, que vous imposez des sanctions ou pas, la réalité, les sanctions, nous les connaissons tous. Elles peuvent être ciblées, mais c'est quand vous avez des revenus ailleurs que ces sanctions vous font quelque chose. Mais si vous prenez une sanction pour coincer le peuple malien, là, vous faites externaliser la crise. Elle ne va plus se limiter au Mali, elle va aller au-delà du Mali. Je rappelle une fois encore à nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent participer à ce débat avec des questions écrites par WhatsApp. Vous êtes très très nombreux déjà à vouloir réagir. Plus 228 96 46 10 31. Plus 228 96 46 10 31. Écrivez, notre invité se fera le plaisir de vous répondre dans une dizaine de minutes. Le temps de vous adresser cette question. Est-ce que la crise du Covid n'a pas affecté finalement la gouvernance politique en Afrique? Est-ce qu'elle n'a pas précipité ce qui n'allait déjà pas très bien vers le gouffre? Bon, vous savez, dans certains pays, comme le Togo, on pourrait dire que même si Covid n'avait pas existé, on devait le créer pour pouvoir contenir les mouvements de contestation post-électoraux. Maintenant, en termes de gouvernance, quand vous réalisez un beau matin que vous n'avez pas d'infrastructure hospitalière, quand vous réalisez que des gens ont joué de leur crédibilité pour vous dire que des hôpitaux vont émerger dans un délai de 6 mois et autres, et que ces hôpitaux continuent par ne pas émerger, vous comprenez que dans plusieurs pays africains, l'élite a pris en otage les soins de base de nos populations en ne leur offrant pas des infrastructures hospitalières adéquates et qualifiées, parce que les uns et les autres, disposant d'assurances pour se faire évacuer sur les deniers publics, pour aller se traiter à l'extérieur, donc c'est devenu une certaine minorité qui se dit, bon, du moment où moi j'ai la possibilité d'être évacué, ça va. Et ce qu'on a appris heureusement avec Covid, c'est que même si tu te fais évacuer, Covid, il tue des deux côtés. Ce n'est pas forcément la qualité du traitement que tu recevras, mais c'est qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Et même si on devait évacuer entre la minorité, il fallait trier ceux qui méritaient d'être évacués et ceux qui ne le méritaient pas. Alors qu'en réalité, nous avons des médecins. Il nous faut aujourd'hui seulement une infrastructure, des infrastructures de qualité pour pouvoir traiter nos patients. Et la Covid-19 nous a permis de réaliser que malgré tout le tintamarre, dans la plupart des pays africains, les infrastructures n'existent pas. Les quelques-unes qui existent ont tellement été éprouvées que, bon, il n'y a plus pratiquement rien. Alors, au-delà de Covid-19, la réelle question, c'est de savoir, en matière de santé publique, quels sont les défis que nous avons dans nos pays africains. Est-ce que ces défis, on a les moyens pour les relever? Je dirais oui. Mais est-ce qu'on utilise les moyens pour les relever? Je dirais non. Et tout ça, Covid nous a permis de le réaliser et de prendre compte de l'ampleur de l'éléphant blanc qui existait. Vous voyez. Maintenant, sur le plan économique, c'est vrai, Covid est venu avec plusieurs restrictions qui influencent le jeu économique. Il y a une nouvelle économie qui a émergé du Covid, tout en asphyxiant les économies précédentes. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Les gens ne continuent pas à vivre dans la paupérisation. Les journaliers n'arrivent plus à travailler. Et c'est ça l'un des autres aspects du Covid, avec les confinements, les mesures barrières, les passes sanitaires. Ça ne permet pas à ceux qui n'ont rien de pouvoir s'en sortir. Mais comment vous pouvez comprendre que dans l'urgence, même dans l'urgence, dans certains pays, sinon
dans la plupart des pays, on a assisté à une manipulation hasardeuse encore des fonds qu'on devait utiliser pour lutter contre la pandémie. Ça s'est passé au Cameroun, au Congo, c'est des cas révélateurs, mais dans peut-être d'autres pays, les fonds publics ont été détournés, les fonds publics destinés Non, vous savez, à la lutte contre la maladie. c'est une question de vision. Quand vous avez des gens qui sont aptes, je dis bien aptes, à voler les deniers publics, peu importe les circonstances, ils sont convaincus que c'est une opportunité à ne pas rater. La seule chose qui... Mais là, nous parlons de santé quand même. Oui, la seule chose qui surprend aujourd'hui, c'est que les gens n'aient pas détourné les vaccins pour aller chez eux à la maison. Sinon, ça aussi, psychologiquement, on pouvait s'y attendre dans certains pays africains. C'est justement parce que les vaccins sont aujourd'hui sujets à débat. Sinon, s'ils étaient sûrs, les gens allaient détourner et même revendre ça plus cher. Donc, ce n'est pas une question de mauvaise ou de planification, mais c'est juste que c'est une nouvelle opportunité, c'est un nouveau commerce qui est venu, on crée rapidement des sociétés, on se livre des marchés et on fait ce qu'on veut avec les deniers publics parce que l'économie sanitaire est devenue la nouvelle norme, la nouvelle économie qui marche depuis 2020. Et sur le plan politique aussi, les pouvoirs se sont renforcés, des États de plus en plus forts. Est-ce que c'est un prétexte ou un réel besoin pour lutter contre la pandémie? Pendant ce temps, que fait l'élite politique et quel plan en réalité mettre en place pour remettre le continent sur les rails? Nous reparlerons de ces questions dans la seconde partie de New World Forum. Mais là, nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À tout de suite.